Monsieur le directeur de l'école de guerre. Bonjour à tous, je vous en prie, asseyez-vous. Amiral, Mesdames, Messieurs, chers camarades de la promotion 26 de l'école de guerre, Monsieur Jouzel. Ce soir, nous parlons changement climatique. Depuis quelque temps, ce phénomène climatique est au centre des discussions, des interrogations et des inquiétudes. L'école de guerre ne fait évidemment pas exception, d'autant que le changement climatique accroît la conflictualité du monde. Il est donc un des facteurs à prendre en compte pour notre réflexion de prospective dans le domaine militaire, dans le court, le moyen et le long terme. Il est donc naturel d'en étudier les mécanismes, mais surtout les conséquences en termes de conflictualité. Quand au sein du comité environnement et sécurité de l'école de guerre, la question s'est posée de proposer une conférence sur le sujet au directeur de l'école, votre nom, Monsieur Jouzel, s'est naturellement imposé à nous. Qui d'autre que vous pouvez légitimement venir nous parler du changement climatique ? En effet, en 1987, vous publiez avec vos collègues dans Nature 3 articles qui montrent le lien étroit qui existe entre l'évolution des températures et la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Chose rare à souligner, cette publication scientifique va déclencher un mouvement politique planétaire qui débouchera sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, adoptée dès 1992 au sommet de la Terre de Rio de Janeiro. De votre côté, vous poursuivez vos recherches dont la qualité est reconnue par vos pairs et vous devenez ainsi le vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015. Aujourd'hui, notamment dans votre dernier livre « Pour éviter le chaos climatique et financier », vous dépassez votre engagement scientifique pour rentrer dans l'arène politique, pour à la fois transmettre vos connaissances au grand public, mais aussi proposer des solutions à cette crise qui s'annonce. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence parmi nous et à vous céder la parole. Amiral, Mesdames, Messieurs, Amiral, merci beaucoup, Monsieur Pizon, merci beaucoup à tous ceux de cette invitation qui m'honore et à tous ceux qui ont organisé cette conférence. Un grand merci. Donc je vais effectivement, je dirais que ce thème de la sécurité m'intéresse, de la sécurité internationale en tant que climatologue. Je n'en suis pas spécialiste, mais je vais essayer de m'appuyer sur les spécialistes pour effectivement faire le lien entre ce réchauffement climatique et, disons, ce vers quoi nous risquons d'aller, d'une certaine façon, ce que nous risquons d'affronter en termes de sécurité au cours des prochaines décennies et en particulier, disons peut-être encore plus dans la seconde partie de ce siècle, mais c'est quand même beaucoup maintenant que les choses se décident. Donc, je pense qu'il est utile de quelques rappels, évidemment, pas trop longs, sur la réalité du réchauffement climatique, l'urgence à agir, bien sûr. Donc, voilà, donc le réchauffement climatique est bien là. En fait, 2016 a été une année record. 2017, la plus chaude, sans El Niño. Vous voyez toute la série des années. Il n'y a pas 2018 qui est à peu près un peu en dessous de 2017. Mais en fait, les 4 dernières années ont été les 4 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Et si on veut retrouver les 20 dernières années, il suffit de remonter jusqu'à 1997, comme vous voyez sur cette courbe, les 22 dernières années. Alors, donc c'est une réalité, mais ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise dans ce sens que, par nos activités, nous modifions la composition de l'atmosphère de façon assez sérieuse. Vous voyez, donc une augmentation de 40% du dioxyde de carbone, du CO2, plus que doublé pour le méthane, plus 20% pour le protoxyde d'azote. Alors, quelle est la propriété ? Une propriété commune à tous ces composés, c'est d'être composés à effet de serre. En gros,
le rayonnement solaire nous arrive sans trop de difficultés, alors par temps clair, à la surface, et la propriété de ces composés, c'est d'absorber une partie du rayonnement réfléchi. Et cette absorption se traduit par une augmentation de l'énergie disponible, en gros, pour assurer l'équilibre thermique de l'atmosphère, mais bien sûr aussi de l'océan, des glaces et des surfaces continentales. En gros, on chiffre de façon très, très claire l'augmentation. En gros, le phénomène auquel on fait face, c'est qu'on augmente le chauffage et on ne doit pas être trop surpris que la température augmente. Même si c'est un système compliqué, c'est une réaction assez logique. Alors, ce ne sont pas les seuls gaz à effet de serre. En gros, dès qu'on a plus de 2 atomes, c'est-à-dire en dehors de, disons, oxygène, azote, gaz rare, pratiquement tous les composés gazeux de l'atmosphère, donc ils commencent à avoir 3 atomes, sont des gaz à effet de serre. Ils vibrent, c'est ça l'idée. Ça commence l'ozone, et le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en changeons pas la quantité directement par nos activités. En fait, le réchauffement climatique la modifie, puisque, disons, l'océan se réchauffe, la surface, il y a plus d'évaporation, plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ça se mesure, et donc ça amplifie le phénomène. Mais les 3 composés ici, on en modifie directement les concentrations dans l'atmosphère. Voilà, donc, de façon aussi bien documentée, je ne vais pas m'étendre. Un des points importants, c'est que de cette chaleur supplémentaire, il n'y en a quand même que 1% d'utilisé dans l'atmosphère. Alors, c'est important d'aller voir ce qui se passe dans l'atmosphère, quand même, c'est là où on vit. Mais, au moins pour l'essentiel des populations, pas dans votre métier, il y a certains sous-mariniers ou bien qui vivent dans les eaux profondes, mais généralement c'est important. Mais effectivement, là où il faut aller voir la réalité du réchauffement climatique, c'est quand même plutôt dans l'océan, puisque c'est l'océan qui absorbe plus de 90% de cette chaleur supplémentaire, finalement, liée à nos activités. Et là, le diagnostic est assez clair. En gros, à travers l'élévation du niveau de la mer, ce niveau de la mer s'élève de à peu près 3 mm chaque année. On est sur un rythme de 30 cm par siècle qui va s'accélérer. Et de ces 3 mm, il y a à peu près 1 mm qui est directement lié au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et l'essentiel du reste à la fonte des glaces. Alors les glaciers qu'on dit tempérés, bien sûr, les Alpes jouent un petit rôle, mais c'est aussi le cas de l'Himalaya, des Andes, des grands massifs montagneux dans les régions tempérées. Mais depuis une vingtaine d'années, ce sont avant tout les calottes glaciaires, le Groenland de l'Antarctique, qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Donc, ça a été un tournant dans les années 90, cette contribution forte, de plus en plus forte, des calottes glaciaires. Donc, vers quoi allons-nous ? Eh bien, il y a là aussi, c'est du bon sens, malheureusement. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus on prend des risques d'avoir un réchauffement important. Ça, c'est ce vers quoi nous irions. Alors, j'espère, je dirais bien, nous irions, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, nous sommes là à la fin du siècle. Donc, et un réchauffement moyen de 4 à 5 degrés, vous voyez, qui n'est moins important sur l'océan, c'est plutôt 3 degrés entre 2 et 3 degrés sur les surfaces océaniques, et plus important sur les continents, et pratiquement 2 fois plus important que la valeur moyenne, jusqu'à 8-10 degrés dans les régions de l'Arctique. En particulier parce que dans ces régions, eh bien, il y a moins de surfaces enneigées, moins de surfaces englacées, et comme ces surfaces ont la propriété de réfléchir une large partie du rayonnement incident, elles sont remplacées par des surfaces un peu plus absorbantes, océan ou bien toundra. Et donc cette diminution des surfaces enneigées englacées est une des raisons, pas la seule, de l'amplification dans ces hautes régions des latitudes nord. Les conséquences, donc, disons là, je m'appuie beaucoup, et jusqu'ici d'ailleurs, donc largement sur les rapports du GIEC, en particulier là, c'est sur le dernier rapport du GIEC, le 5e rapport du GIEC. Je parlerai d'un rapport spécial plus loin. Donc, les conséquences, elles sont très larges. Donc là aussi, en fait, nous avons,
dans ce rapport 5 catégories, disons, elles sont classées en 5 catégories, avec un niveau de risque d'indétectable à moyen, élevé, très élevé. Il n'y a pas trop de surprises. Vous voyez, à la fin du siècle, si vous êtes vers 4-5 degrés, donc le scénario émetteur, pour faire simple, eh bien, pratiquement, quel que soit le type d'impact que vous regardez, hein, les conséquences sont élevées ou très élevées. Et une des caractéristique de ce scénario, c'est que le climat est loin d'être stabilisé. C'est-à-dire, si on continue à émettre des gaz à effet de serre, on pourrait aller vers 6 à 8 degrés à la fin du siècle prochain, en moyenne globale. Donc, voilà. Alors, dans ces conséquences, bon, je pense que vous êtes familier, là aussi, bon, un des premiers problèmes n'a rien à voir avec l'effet de serre, mais il est sérieux, c'est l'acidification de l'océan. En fait, chaque année, nous émettons dans l'atmosphère, l'année dernière, 42 milliards de tonnes de CO2. Il y a à peu près 30% qui vont dans l'océan. Un bon quart absorbé par la végétation. En gros, il n'en reste que 45% dans l'atmosphère de ce qu'on émet, ce qui est bien. Hein, s'il n'y avait pas ces puits, eh bien, les concentrations augmenteraient plus vite qu'elles ne le font encore. Mais c'est aux dépens de l'océan, parce que le CO2 est un acide faible, donc l'océan s'acidifie, et c'est déjà, disons, perceptible. L'océan est 30% plus acide qu'il n'était au début du siècle dernier, et dans le cas de ce réchauffement, je vais parler de tout ce dont je vais vous parler pendant les quelques prochaines minutes, c'est dans le cas d'un scénario émetteur. Dans ce cas-là, eh bien, l'océan, c'est 2 fois plus acide à la fin de ce siècle qu'il n'était au début du siècle dernier. Alors, on pourra toujours aller se baigner, hein, c'est un acide très faible, mais une des conséquences, c'est que tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, ça va des récifs coralliens aux arêtes, aux coquilles, ou bien sûr des animaux marins dont on se nourrit, qu'on aime bien généralement, eh bien, on a plus de mal à se former. C'est une conséquence importante avec, j'y reviendrai, des conséquences très importantes sur les récifs coralliens, par exemple. Donc voilà, les extrêmes climatiques j'y reviendrai un peu, où je répondrai à la question que, grosso modo, ont quand même de risque de devenir plus extrêmes, qu'on parle de sécheresse, d'inondations, de canicules, de cyclones. Et en gros, ce que je dis à ce point-là, ce qui est important, c'est que le climat que nous avons actuellement, c'est ce que nous avions envisagé il y a une trentaine d'années dans le premier rapport du GIEC et dans les suivants, c'est-à-dire un réchauffement moyen de l'ordre de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie. On est plus près actuellement de 2 dixièmes de degré par décennie, sur lesquels se superpose une intensification des événements extrêmes qui est déjà perceptible pour certains, dangereuse dans certains cas, mais disons le fait que ce qui est envisagé par la communauté scientifique il y a déjà 15, 20 ans, 30 ans, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, doit nous assister à prendre au sérieux ce que nous envisageons, ce que mes collègues envisagent, disons dans une trentaine d'années, au milieu du siècle et au-delà. Donc, ce qui va peut-être plus nous intéresser aujourd'hui dans le cadre de la sécurité, c'est bien sûr les conséquences sur les populations. Et là, on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, bien sûr, de sécurité alimentaire, ou plutôt dans certaines régions d'insécurité alimentaire, de problèmes de sécurité, justement au sens sécuritaire, ceux qui sont déjà l'accroissement du risque de conflit est nommément, spécifiquement cité dans le dernier rapport du GIEC. J'y reviendrai, bien entendu. Et puis, en gros, on peut retenir que le réchauffement climatique est un problème, mais ce n'est pas le seul, loin de là, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'autres problèmes environnementaux au sens large. Ça va de la perte de biodiversité, des écosystèmes qui se modifient, bien sûr, les problèmes de pollution, les problèmes liés de santé et d'environnement. Et disons de façon assez schématique, mais extrêmement claire, un réchauffement climatique rapide risque malheureusement d'aggraver tous les autres problèmes environnementaux. C'est le cas, par exemple, de la perte de biodiversité. Disons, dans ce cas d'un réchauffement très important, eh bien, pour la moitié des espèces faune ou flore,
elles auront une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Elles auraient, puisque j'espère qu'on ne va pas, elles auraient une vitesse de déplacement, une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Je reviendrai sur les problèmes santé-environnement. Puis voilà les phénomènes irréversibles. J'ai déjà parlé du niveau de la mer. Le problème du niveau de la mer, c'est surtout le futur. Et puis, par exemple, le dégel du permafrost. Alors, moi, je me suis intéressé à ces problèmes, non pas directement à travers la sécurité, mais je me suis intéressé à travers, pour moi, ce qui est le risque premier alors, du réchauffement climatique, et c'est le risque d'accroissement des inégalités. En gros, si on peut prendre, on a différents choix, on peut prendre ces conséquences du réchauffement climatique une par une, voir qu'elles ont, disons, que certaines régions sont plus fragiles, d'autres, mais globalement, quand on les prend dans leur ensemble, c'est vraiment le risque d'accroissement d'inégalités qui est la conséquence première du réchauffement climatique. Alors, bien sûr, ça va aller entre... on est assez conscient qu'il y a des pays qui sont plus vulnérables, moins bien lotis que d'autres, et c'est un risque que, disons, qu'ils le deviennent encore. Mais c'est vrai aussi pour les pays développés. Donc, je dirais que pour les pays les moins avancés, c'est très clair, pour certains d'entre eux. Ils sont très fragiles, et d'ailleurs certains d'entre eux le sont, parce que déjà les conditions climatiques ne sont pas favorables au développement, on le comprend bien. Mais ce risque d'accroissement des inégalités vaut aussi pour les pays riches, les pays développés. En fait, c'est un des réflexions qu'on a eu, un avis chez les membres du Conseil économique, social et environnemental, et nous avons avec ma collègue Agnès Michelot, rédigé un avis sur ce qu'on appelle la justice climatique et enjeux et perspectives pour la France. Et en fait, même pour un pays comme la France, ou un pays développé, il suffit de regarder ce qui se passe après un grand cyclone comme Harvey aux États-Unis ou bien même Irma. Ce sont les couches les moins aisées de la population qui sont les moins bien préparées, généralement qui ont des bâtiments de fortune qui ne sont pas très solides en cas de cyclone, et puis qui ont aussi le plus de mal à s'en remettre après. Donc, il faut bien avoir ça à l'idée. Voilà. Alors, je ne partage pas, parce que je viens de sortir d'une heure et demie de discussion autour de la collapsologie, donc je ne partage pas, je ne suis pas du tout collapsologue. Mais vraiment, pour moi, le premier problème du réchauffement climatique, c'est ce risque d'accroissement des inégalités. Et je dis souvent, en gros, que je ne pense pas à un effondrement de la planète, pas du tout, mais on peut, si on n'y fait pas attention, imaginer une planète. Le réchauffement climatique, c'est quand même diminuer les endroits où il fait bon vivre. On peut toujours imaginer que les couches les plus aisées de la population sauront identifier ces endroits où il fait bon vivre, et que par contre, disons, les plus pauvres ne sauront pas s'y retrouver, c'est très clair. Donc, on va venir ensuite. Alors, j'aime bien revenir sur le problème de l'eau. Bon, voilà, des exemples, l'élévation du niveau de la mer jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle, mais surtout, nous sommes en train d'enclencher quelque chose d'assez terrible, non pas pour les générations futures, mais à l'échelle des siècles, et voire du millénaire. C'est le risque de disparition du Groenland, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, éventuellement de l'Antarctique de l'Ouest. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, au cours des prochaines décennies, qui en décidera, même si cette conséquence n'est plutôt qu'à l'échelle de plusieurs siècles, voire de millénaires. Mais ça sera irréversible. Il faut quand même y réfléchir. Voilà, le problème de sécurité alimentaire, puisqu'il va irriguer aussi les problèmes de conflit. C'est vrai qu'il y a, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais il y a des régions qui gagnent en termes de productivité, il y a des régions qui vont devenir plus productives. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Il y a des régions qui vont gagner, il y a des régions où on ne peut pas faire de blé actuellement, qui avec 1 ou 2 degrés de plus, on pourra faire du blé. Voilà. Mais il y a aussi des régions qui perdent dès maintenant, parce qu'il y a des régions qui sont trop sèches, qui deviennent trop sèches ou trop chaudes. En gros, au-delà de 30 degrés, il n'y a plus grand-chose qui pousse de façon optimale. Et quand on regarde, donc là, ce sont pour les 4 cultures, disons, sur lesquelles nous nous construisons, enfin essentiellement, il y a autre chose, bien sûr, blé, riz, maïs et soja. Eh bien, vous voyez, les régions, disons, les régions en bleu, les régions qui gagnent, et disons en jaune et marron, elles sont à peu près équilibrées si le réchauffement est limité. Mais à mesure que le réchauffement se met en place, eh bien, ce sont les régions qui perdent en productivité qui prennent le pas sur les régions qui gagnent, en particulier à cause du réchauffement, par exemple, de l'Afrique et de certaines régions.
Donc voilà, donc c'est quand même un point sur la sécurité alimentaire important, évidemment, quand on regarde ça avec cette idée d'un accroissement, d'un passage certainement autour de 10 milliards d'habitants, en tout cas dans la deuxième partie de ce siècle. Les événements extrêmes, donc voilà, ça c'est un peu illustratif d'événements extrêmes, sécheresse, donc ils deviennent plus fréquents, mais c'est surtout appelé à venir plus fréquents et plus violents dans certains cas, par exemple les plus violentes des sécheresses dans certaines régions. Voilà, par exemple, dans certaines régions, on a disons, et là vous voyez, donc, quand on parle de sécheresse, c'est risque, si vous regardez, ce sont les précipitations, l'évolution des précipitations, donc c'est le pourtour méditerranéen, donc la carte est centrée sur la Méditerranée, et les zones marron sont les zones où il risque d'y avoir moins de précipitations et aussi plus d'évaporation. C'est le cas pratiquement de l'ensemble du pourtour méditerranéen l'été, donc, et en particulier du nord de l'Afrique, donc avec un réchauffement important, donc des conséquences sur les ressources en eau, sur l'agriculture, bien sûr sur les flux migratoires et sur les feux de forêt. Donc ce sont des conséquences assez importantes dans des régions qui ne sont pas si éloignées que cela de nous. Donc c'est vrai que l'Afrique, disons, le nord de l'Afrique risque d'être très touché. Et il faudra aussi, disons, quand on regarde par exemple, je ne l'ai pas montré là, mais les projections de flux des rivières, des fleuves et rivières françaises, ça peut être dans le sud de la France, dans la deuxième partie de ce siècle, divisé par 3 ou par 4. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc voilà, des conséquences sur la santé. Donc voilà, les spécialistes, on peut parler en particulier alors ça c'est ce qu'il y a actuellement. Il y a quatre niveaux de risque, vous voyez. Donc actuellement, ce sont les phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent emmener des problèmes de santé, donc particulièrement des maladies qui sont à l'ordre du jour, qui sont les plus, disons, qui causent les plus de problèmes de santé. Mais quand on regarde dans un monde à plus 4 degrés, eh bien, vous voyez, on va passer au niveau de risque 4 pour la sécurité alimentaire, au niveau de risque maximum pour les vagues de chaleur, pour les maladies à transmission bactérielle. Voilà, donc c'est important parce que la santé des populations est aussi au cœur de leur sécurité. Donc, vous voyez, donc évidemment, on peut s'adapter. Alors, il faut espérer d'ailleurs, qu'on limite le réchauffement climatique, qu'on puisse y s'adapter. Et donc, si on s'y adapte, effectivement, disons, le niveau de risque diminue. C'est ce qui est en jaune. Mais il y a quand même, par exemple, des problèmes. Si on regarde l'Europe, là aussi, c'est peut-être pas du point de vue sécurité le pire des régions, mais donc, par exemple, actuellement, 5% des Européens chaque année font face à un événement extrême, donc sécheresse, inondation, canicule. Et en fait, ça serait plutôt 2 Européens sur 3 dans la deuxième partie de ce siècle. Et le nombre de décès moyens pourrait être multiplié par 40 ou 50 pour atteindre probablement 150 000 décès chaque année liés aux conséquences assez directes du réchauffement climatique. Il y a des régions où c'est pire. Donc, dans un cas de réchauffement climatique non maîtrisé, je parle toujours de scénario émetteur ici, grosso modo, eh bien, il y a des régions, par exemple, où il y a actuellement 500 millions de personnes au cœur de la Chine, où pratiquement les conditions de température, d'humidité feraient que ces régions deviennent invivables. En gros, on pourra toujours y aller, mais on ne pourra plus avoir d'activité physique, et la seule façon de vivre l'été, ça sera d'être à l'intérieur dans des pièces climatisées. Invivable l'été, bien sûr. Donc, vous voyez, on peut vraiment parler de régions invivables, bien sûr entre parenthèses ou entre guillemets, si vous voulez, mais c'est bien ça, disons, et c'est des régions importantes où il y a beaucoup de monde actuellement. C'est lié à la fois à la température, mais également à l'humidité. Si l'humidité est importante. Donc, ça, je pense, ça convainc, et je pense à travers ça convainc vraiment que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce vers quoi il faut aller. Alors, tout le monde a compris ce qu'il faut faire. C'est plutôt, disons, un scénario sobre, et quand on regarde les conséquences, effectivement, de façon à ce que les conséquences ne dépassent pas, ou dans le cas disons, de façon assez limitée, le niveau moyen, conséquences moyennes. De toute façon, les récifs coralliens, ils seront déjà à 2 degrés, on y reviendra en conséquences élevées. Disons, en gros, l'idée, et ça a été ce qui est au cœur de l'accord de Paris, l'idée, c'est que si on limite le réchauffement climatique, disons, avec autour de 1 degré par rapport à aujourd'hui, on parle de
2 degrés par rapport au point industriel, voire 1,5 degré, on pourrait s'y adapter au moins pour l'essentiel. Pas pour tout, hein, l'élévation du niveau de la mer, on n'échappera pas à 40-50 cm de toute façon, 1 mètre à la fin du siècle prochain. Le problème, c'est qu'on s'y prend un peu tard, donc parce qu'on peut dire de façon claire que le niveau de stabilisation de notre climat, il est en premier lieu, alors il n'y a pas que ça, hein, il est en premier lieu lié à la quantité cumulée de gaz de CO2, de combustibles fossiles largement. Il y a aussi la déforestation qu'on va utiliser. En gros, si on veut limiter à 2 degrés par rapport au point industriel, c'est l'accord de Paris, on n'a plus qu'entre 15 et 20 ans d'émissions de combustibles fossiles au rythme actuel. Et pour 1,5 degré, et vous verrez que ce serait raisonnable, si on était raisonnable, c'est ce que nous devrions faire, c'est clair, eh bien il ne reste plus que 10 à 15 ans au rythme actuel. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on va faire, mais disons, c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, on va pas faire 15 ans au rythme actuel et puis 0 après, hein, mais il y a des trajectoires qui permettent de rester en deçà de 1,5 degré, mais vous allez voir qu'elles sont, je dirais presque qu'elles ne sont pas très réalistes par rapport aux émissions qui commencent. Voilà, et puis c'est aussi un changement complet. Voilà, en termes de... Voilà, il faudrait laisser 90% des réserves fossiles là où elles sont. Il y a donc cette urgence, elle a été rappelée dans un rapport spécial, justement, un rapport sur 1,5 degré, qui a été publié en octobre dernier. Donc là, jusqu'ici, c'était largement le 5e rapport du GIEC, 2013-2014. Mais bien sûr, l'urgence peut être rappelée à partir de ce rapport spécial. Donc en gros, le premier point de ce rapport, c'est que le changement climatique affecte déjà les populations, les écosystèmes, les moyens de subsistance. Ça, c'est ce que je vous ai dit, la réalité. Le deuxième point, c'est que, et ce n'était pas gagné d'avance, hein, on aurait pu penser que les pays, les petites îles, les pays particulièrement vulnérables qui se sont battus, disons, lors de l'accord de Paris pour que cet objectif 1,5 degré soit clairement inscrit dans l'accord, on aurait pu penser que c'était un caprice, c'est-à-dire que, bon, entre 2 degrés et 1,5 degré, après tout, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de différence. Si, quand même, et c'est ça qui est important dans ce rapport. Et ça a été, c'est illustré dans cette infographie du Monde. Vous voyez, donc, par exemple, c'est le cas des vagues de chaleur. En fait, les records de chaleur croissent grosso modo 2 fois plus vite que les températures moyennes. Donc, si vous avez un réchauffement de 2 degrés, il est souvent plus accentué l'été. C'est au moins 4 degrés pour les températures records. Voilà. Donc ensuite, les pluies violentes et pluies intenses elles seront plus intenses à 2 degrés qu'à 1,5 degré. C'est le cas aussi, la productivité, aussi bien la sécurité alimentaire sera beaucoup plus facile à assurer à 1,5 degré qu'à 2 degrés, puisque disons que il y a une baisse du rendement plus importante à 2 degrés, mais c'est vrai aussi pour les ressources halieutiques qui sont plus fragiles à 2 degrés. C'est vrai également dans l'océan, les récifs coralliens pratiquement seront tous, disons en tout cas affectés, hein, donc perte en tout cas, disons ils seront tous touchés par un climat à 2 degrés. Hein, donc si on dépasse 2 degrés, les récifs coralliens dans la région tropicale et équatoriale, on risque de leur dire au revoir, au moins tels qu'ils sont actuellement. Il y a une capacité d'adaptation là aussi, mais au-delà de 2 degrés, les spécialistes sont très, très, disons, sceptiques. Et puis, par exemple, la hausse du niveau de la mer, alors ce n'est que 10 cm supplémentaires à la fin du siècle, mais ce sont quand même 10 millions d'habitants, 10 millions de personnes supplémentaires qui devront quitter l'endroit où ils vivent. Voilà pour les conséquences. Mais le problème, c'est qu'actuellement, vous voyez, actuellement, on est dans... Alors, si on regarde, là, ce sont les gaz à effet de serre. Donc, quelques chiffres, je ne vais pas trop du nombre de chiffres, mais voilà, donc actuellement, donc la courbe rouge, c'est l'évolution en équivalence CO2. En gros, actuellement, on est à 40 milliards de tonnes, grosso modo, de CO2, donc 80% des émissions. Il faut à peu près ajouter 10 milliards de tonnes pour les autres gaz. Quand on les transforme en équivalent CO2, on est autour de 50 actuellement, 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 d'émissions chaque année. Ça continue d'augmenter. Donc si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait aller vers 65-70. Même si on respecte l'accord de Paris, on aura une augmentation de l'ordre de 10%, vers 55, alors que en 2030, donc on va sur la période 2020-2030, et donc nous irions vers des réchauffements climatiques au moins de probablement supérieurs à 3 degrés
à la fin du siècle, même en se comportant bien après 2030. Hein. Voilà. Et en gros, pour ces objectifs 2 degrés, 1,5 degré, 2 degrés, il faut diminuer de 20% et pratiquement diviser par 2 entre 2020 et 2030 pour espérer rester à long terme en deçà de 1,5 degré, autour de 1,5 degré par rapport au prix industriel. Et je le redis, ce serait, si nous étions raisonnables, c'est ce que nous devrions faire. C'est très clair. Voilà, on voit bien la difficulté aussi, mais voilà, il y a aussi des moyens. C'est très compliqué, puisque vous voyez, donc, pour respecter cette, cette valeur cumulée de 10 à 15 ans des combustibles fossiles, de CO2 en particulier, qui nous reste, eh bien, vous voyez, le type de trajectoire qu'il faudrait, c'est pratiquement la neutralité carbone à horizon 2050. Voilà, et en gros, on a une génération assez égoïste, puisque non seulement il faudrait aussi être capable d'extraire du CO2 de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes d'aujourd'hui d'extraire le CO2, le gaz carbonique qu'on va mettre dans l'atmosphère, que nous, on met pratiquement sans compter. Eh bien, on leur demande de l'extraire dans les années qui viennent, si on veut qu'ils aient quelques chances de rester en deçà de 2 degrés. Donc, c'est un peu égoïste quand même. On peut réfléchir à ce que nous faisons actuellement, nos générations. On peut toujours trouver toutes les bonnes raisons, mais c'est la réalité. Donc, ce qu'on met aujourd'hui, on va demander aux jeunes d'aujourd'hui de l'enlever. Et puis voilà, il y a d'autres contraintes. Voilà, donc on pourra parler de tout ça, mais voilà, donc il y a des contraintes sur les autres gaz rares également. Donc 2 degrés, ça veut dire aussi essayer de diminuer les émissions de méthane, de protoxyde d'azote, qui elles sont liées largement en gros à l'alimentation. Et on voit bien que demander au monde agricole au sens large de diminuer ses émissions alors que la population va augmenter de 20, 30, 40%, c'est pas gagné d'avance. Hein, on voit bien un peu ça. Voilà. Donc, comme j'ai dit, donc la deuxième partie, je ne vais pas être trop long, je ne suis pas spécialiste des problèmes de sécurité. Ça m'intéresse, mais je n'en suis pas spécialiste. Mais donc, comme j'ai été invité à en parler, je vais donc essayer de vous en parler à travers, là aussi, le rapport du GIEC, qui est intéressant en ce sens qu'il consacre, donc, donc le rapport du GIEC est composé de 3 gros volumes. Voilà, donc le premier volume, c'est sur les causes du réchauffement climatique, le deuxième sur les conséquences et l'adaptation, le troisième plus orienté solutions. Et dans ce deuxième volume, disons conséquences et adaptation, il y a un chapitre complet consacré à la sécurité, human security, et voilà donc et plus directement sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a tout le problème des migrations, bien sûr, des conflits armés. Donc voilà, et puis tous les problèmes de géopolitique en général, donc qui sont traités. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est accessible directement. Je me suis beaucoup appuyé là-dessus pour, voilà, je le redis, donc essentiellement là-dessus. J'ai aussi, j'aime bien lire aussi des choses, mais voilà. Donc la question est posée dans ce rapport, clairement, le changement climatique. Alors, il y a beaucoup de choses qui circulent, il faut faire très attention. Moi, j'aime mieux m'en tenir au rapport du GIEC, qui est assez prudent, mais qui pointe bien les causes potentielles de conflits, je pense. Donc voilà. Donc parmi les facteurs, donc le changement climatique est un des éléments, d'après le rapport du GIEC, de risque d'accroissement des conflits. C'est clair. Pourquoi ? Eh bien, le point que j'ai soutenu, qui m'intéresse moi plus directement et sur lequel j'ai plus directement travaillé, c'est-à-dire le risque d'accroissement le risque d'accroissement des inégalités, en gros, l'augmentation de la pauvreté dans certaines régions, le problème de sécurité alimentaire, donc un repli économique, des incohérences, voilà, une absence de gouvernance aussi, sont clairement, et j'y reviendrai, je crois, donc quand on regarde les guerres civiles, ce sont des causes très, très claires. Et ce sont évidemment, là, ce que je redis, pour moi, le développement économique, s'il y a bien une conséquence du réchauffement climatique, c'est bien ce risque d'accroissement de la pauvreté, de non-développement économique dans certaines régions. On peut aussi, et il y a aussi des politiques, quand on parle évidemment, par exemple,
de se dire, si on voulait vraiment avoir une politique ambitieuse, eh bien, en gros, de complètement changer. C'est passer très rapidement à une société sobre en carbone, c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qui est inscrit dans les textes. Par exemple, en France, l'objectif de la loi transition énergétique pour la croissance verte affiche neutralité carbone, qui va être, disons, votée dans une nouvelle version très rapidement, je pense, au moins cette année, affiche cette neutralité, cet objectif de neutralité carbone. Donc, disons que les lois sont là. Mais voilà, la réalité, on a déjà pris du retard. Donc, voilà. Donc, mais quand même, la conclusion des spécialistes actuellement, alors maintenant, donc ça, ce sont des causes qui sont importantes, mais le constat actuel, c'est que, disons, jusqu'ici, il n'y a pas de cas vraiment, sur lesquels tout le monde est d'accord, tous les spécialistes de la géopolitique climatique, ça existe. Eh bien, généralement, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il n'y a pas, on va parler de la Syrie, du Darfour, mais en gros, leur conclusion, c'est qu'il n'y a pas pour le moment un cas d'école dans lequel le réchauffement climatique, jusqu'ici, a été, en tout cas tout seul, à l'origine d'un conflit. Voilà un peu l'état des lieux. Alors, il y a quand même ça redit un peu les éléments qui semblent importants. Ça c'est pour le passé, c'est pour le passé récent. Je ne parle pas sur ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit actuellement, vous voyez, donc, les régions en bleu, les points en bleu, ce sont des régions où il n'y a pas de conflit, généralement, ou pas très peu de conflits. Les régions en rouge, c'est celles où il y a conflit, et il y a quand même une distribution assez intéressante, qui n'est pas très surprenante, c'est-à-dire que, disons, les régions en rouge sont plutôt dans des régions où la gouvernance est très souple, pour ne pas dire la corruption est très forte, soyons clairs, et bien sûr où la société elle-même n'est pas, on parle d'index humain de développement, vous savez, c'est le HDI, donc c'est assez intéressant de voir ça, c'est-à-dire que la structure elle-même de la société peut aider effectivement à éviter les conflits, mais je crois que vous le savez bien ici, c'est pas le problème, mais la gouvernance, ce sont deux éléments quand même jusqu'ici que les spécialistes mettent en avant. Ça donc c'est pour la période actuelle, c'est quand même assez, disons bien sûr, si on regarde ça, si mes collègues regardent ça, c'est bien sûr aussi pour essayer de voir comment ça peut évoluer dans le futur. Alors, deux cas qu'on cite souvent. Donc, voilà, le Darfour. Donc, on peut discuter des points. Toute la conclusion est claire. Donc, des points en particulier, arriver directement à la conclusion que toutes les études de ce conflit, il n'est pas possible d'isoler aucune de ces causes spécifiques, disons, comme étant à l'origine toute seule ou de façon très majoritaire du conflit. C'est clair pour le Darfour. Alors on pose aussi beaucoup la question de la Syrie. La Syrie, c'est un peu différent, effectivement. Il y a un vrai problème climatique, il y a un véritable aspect climatique en Syrie. C'est qu'il y a eu, dans tout le Moyen-Orient, une succession, et c'est quand même un des problèmes du Moyen-Orient, une succession d'années très sèches dans les années 2000, sur l'ensemble des années 2000, qui a conduit, et ça c'est une réalité, à peu près 1 million, il y a eu vraiment des problèmes dans l'agriculture syrienne, et ça a conduit à peu près 1 million de personnes, de paysans généralement, à migrer depuis les campagnes syriennes vers les villes. Et donc, pour certains, c'est un des facteurs déclenchants de la déstabilisation de la Syrie. Il y a bien sûr d'autres questions, mais c'est souvent évoqué. Les deux aspects, les deux cas de conflit. Dans le cas du Darfour, c'est plus une guerre civile. Dans le cas de la Syrie, c'est devenu un véritable conflit au sens international du terme. Bien sûr, il y a aussi l'émergence de Daesh, mais certains pensent que l'émergence de Daesh a aussi profité de cette pauvreté, ces difficultés du monde paysan. Donc c'est là où après, bien sûr, si vous êtes géopoliticien, ce sont des discussions sans fin. Est-ce que l'émergence de Daesh a été facilitée ou non par ces problèmes de pauvreté croissante dans les territoires syriens? Peut-être, voilà, je ne donnerai pas, mais en tout cas, ce sont les deux cas qu'on retrouve assez généralement sur la période récente, relativement récente. Alors, maintenant, il y a 5... alors, ce vers quoi on va, donc là aussi, je m'appuie beaucoup sur le rapport du GIEC,
Donc voilà, il y a 5 catégories. Alors voilà, donc alors disons ces catégories qui ne vous sont pas. Donc voilà, j'ai résumé. Hein, vous pouvez lire les détails. Ensuite, c'est la façon de s'y adapter. Voilà, il y a 3 choses dans ces 5. Je vous montrerai 5. Disons les 5 causes qui sont évoquées comme risque d'accroissement de conflits. Hein, donc la première, voilà, vous pouvez lire les détails, mais c'est le déplacement des populations associées avec des événements climatiques extrêmes. C'est quand même à l'origine de beaucoup des déplacements de population. Dernier exemple, hein, le cyclone Idai, ce sont 800 000 personnes. Alors elles reviendront, c'est pas ça, mais il y a eu donc en Mozambique et au Botswana, je crois, Rwanda ou Botswana, Botswana plutôt. Mais il y a eu quand même plus de 1000 morts et 800 000 personnes qui, en gros, ont quitté l'endroit où ils vivent. Donc elles reviendront, mais c'est pas si simple. Donc on voit bien que ça peut être une source d'instabilité dans ces régions, qui sont quand même pas si... disons que on fête les 25 ans du Rwanda aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une certaine fragilité dans ces régions. Disons, le réchauffement climatique n'aide pas s'il y a ce type d'événements extrêmes. C'est très clair, c'est un risque. Donc, bien sûr, la perte de territoire, hein, certains cas, ça arrive, des pertes de territoire, c'est un peu dans la... mais bien sûr, ça va au-delà simplement de la perte du territoire en termes de richesse, enfin, de production alimentaire et tout ça. Ça va aussi perte carrément de... Enfin, quand on parle des civilisations indigènes, des civilisations premières dans certaines régions, c'est carrément la perte de culture, la perte de régions naturelles très riches. Hein, tout cela, c'est comme une deuxième raison, voilà, de risque de conflit. Qu'est-ce que je fais? Oui. Voilà. J'aime bien parler un peu. Alors évidemment, c'est aussi intéressant parce que là, je montre un peu. Alors, ça montre la prudence du GIEC. C'est quand même parce que on est assez prudent, on est assez. Par exemple, le GIEC, clairement, j'ai repris des termes exacts du rapport. Hein, donc le GIEC, que dit le GIEC, que disent les Nations Unies? Normalement, les Nations Unies, disons, une des organisations des Nations Unies, en fait, le GIEC est sous la tutelle de 2 organisations, disons le PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, et l'Organisation météorologique mondiale, qui elles-mêmes sont 2 organisations qui sont sous la tutelle des Nations Unies. Mais le GIEC à sa liberté est plus prudent. En gros, le changement climatique devrait entraîner une intensification des déplacements de population. Ce que dit le GIEC, en gros, dans le GIEC, on dit qu'il n'est pas possible pour le moment de donner un chiffre des réfugiés climatiques parce que généralement c'est très difficile d'identifier un réfugié climatique. Disons que voilà. Et il y a un autre point qui est souligné, c'est que les migrations, on parle de réfugiés climatiques, mais pour certaines personnes, c'est aussi la seule façon de s'adapter au réchauffement climatique. Mais ceci étant, disons, ces migrations, on voit bien que ces migrations, qu'elles soient il y a forcément une composante climatique, et il y en aura une de plus en plus importante. Elles risquent évidemment de conduire aussi à des formes d'instabilité qui elles-mêmes sont ou peuvent être à l'origine de conflits, soit des conflits évidemment, je dirais, guerre civile interne, soit des conflits externes, plus larges, donc parce qu'il y a des pays où il y a des ressources que certains veulent protéger, soyons clairs, tous les pays ne sont pas au même niveau d'intérêt par les grandes puissances. Voilà, mais donc on voit bien que ces réfugiés sont là aussi. Et, par contre, en revanche, les Nations Unies, elles donnent un chiffre, alors qui vaut ce qu'il vaut, voilà, mais qui est quand même assez important. Voilà, je cite 36 millions de personnes qui ont dû quitter leur habitation, déjà en 2008, et on va plutôt vers 150 millions en 2050. Tout ça pour vous dire quand même qu'il faut prendre ces chiffres avec un certain recul, que dans tous les cas, dans beaucoup de cas, le climat est à l'origine. Bon, s'il y a le risque, il faut bien voir que les événements extrêmes ont toujours existé, ils existeront toujours, mais c'est le problème de l'intensification des événements extrêmes qui est au cœur de notre... S'il y a des événements extrêmes de plus en plus intenses, des sécheresses, des inondations, des cyclones, évidemment, des vagues de chaleur, c'est évidemment une raison qui rend
difficile la sécurité alimentaire, d'assurer la sécurité alimentaire de cette région, on voit bien la difficulté pour ces populations d'y rester. C'est simplement impossible. Donc les trois autres causes qui sont donc voilà, bien sûr un peu celui que j'ai déjà évoqué. Donc s'il y a vraiment dans des régions des conflits violents suite à la détérioration des ressources, donc c'est vrai, quand on parle derrière de perte de territoire, on voit bien qu'il y a des territoires, c'est un peu ce que j'ai dit, il y a des territoires qui, pour un pays, disons, développé, sont plus importants que d'autres en termes de ressources, et on voit bien, disons, qu'ils ne sont pas tous traités pareil. Mais là aussi, il peut y avoir, disons, à l'origine plus interne, et un peu, c'est ce dont on a discuté pour la Syrie, par exemple, c'est que vraiment la détérioration de ressources à l'origine, disons, de ressources alimentaires. La simple insécurité alimentaire, évidemment, rend difficile à vivre. Alors, il y a un cas où c'est vraiment extrêmement... où il y a aussi beaucoup de discussions, c'est le troisième cas, une troisième région dont on parle pas mal et dont les prospectivistes réfléchissent beaucoup parce que les choses changent, évidemment, c'est le problème de l'Arctique. Donc, je vais, je crois, y revenir parce que c'est un peu spécifique. Et puis... évidemment, il y a aussi ce qui se passe actuellement qui risque de générer des conflits, c'est que, on peut regarder là, c'est probablement un peu le cas de la Chine vis-à-vis de l'Afrique actuellement, c'est l'achat, la conquête de terres, ça peut être l'achat simplement de terres fertiles, voilà, parce que certains pays veulent, disons, conquérir des terres agricoles, mais il y a aussi une autre source de conflit potentiel, c'est que si on veut limiter le réchauffement climatique, eh bien, en gros, la façon de pomper du CO2 de l'atmosphère, c'est la reforestation, c'est l'utilisation de biomasse, disons, couplée avec du piégeage et stockage du gaz carbonique. Ça veut dire que ce vers quoi on risque d'aller, c'est une compétition très claire entre énergétique, disons, et alimentaire. Donc, on voit bien que, disons, si on acquiert des terres, si on consacre des terres à l'énergétique, donc, ou au pompage du carbone, en gros, eh bien, ça sera assez difficile d'assurer la sécurité alimentaire. Donc tout ça est très lié, et ce sont les sources de conflits, je dirais, les plus importantes qui sont citées dans ce dernier rapport du GIEC. Alors, celle qui m'a effectivement... Il se fait que je m'intéresse beaucoup comme vous l'avez justement dit, mon domaine d'expertise, ce sont plus les données du passé, en fait, mais je me suis aussi beaucoup intéressé aux régions arctiques. J'ai été une dizaine d'années président de l'Institut polaire en France. Donc, voilà, l'Arctique m'intéresse. On y est allé au Groenland, on est allé, bien sûr, en Antarctique une fois. Je suis beaucoup allé au Groenland. Et vraiment, ces régions sont spécifiques du point de vue sécurité, avec, bien sûr, l'ouverture de voies maritimes, l'ouverture à des ressources jusqu'ici inexplorées, voilà, et quand même, disons, le fait que c'est quand même pas très clair du point de vue de disons, des droits. Pour le moment, le droit, on risque d'avoir, il y a des risques de conflits, peut-être pas armés, mais en tout cas, on espère que ça peut se résoudre par négociation. Mais on voit bien que cette modification du paysage dans l'Arctique, des ressources, de l'accès au transport maritime, des risques aussi de pollution dans des régions extrêmement fragiles, peuvent être, en tout cas, j'espère que ça n'ira pas jusqu'à un conflit armé, mais peuvent être l'objet de négociations très âpres. Donc pour le moment, l'Antarctique reste protégée par le traité de l'Antarctique jusqu'en 2040. Il n'y a pas l'équivalent sur l'Arctique. On sait bien tout ça. Donc c'est un des points qui, d'après le GIEC, et je pense à juste titre, est peut-être le plus fragile, en tout cas par rapport, mais aussi l'Afrique l'est, pour les ressources alimentaires, mais qui est peut-être le plus fragile par rapport au risque de conflit, disons, directement liés au réchauffement climatique, c'est-à-dire, par exemple, l'été, il risque de ne plus y avoir de banquise l'été, disons à partir de 2050, ça dépend de l'intensité du réchauffement. Un point qui n'est pas évoqué dans le rapport du GIEC, mais je vais terminer là-dessus, c'est pour moi le risque posé par la géo-ingénierie, parce que, disons, la géo-ingénierie, c'est... j'y suis assez hostile parce que je pense que c'est là aussi extrêmement égoïste. C'est par exemple envoyer, et là donc on passe directement dans la géopolitique, c'est envoyer, jouer les volcanologues, c'est-à-dire envoyer une des propositions, c'est d'envoyer des aérosols, disons, dans la basse stratosphère,
avec l'espoir que ça contre une partie du réchauffement climatique. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un grand volcan. Eh bien, il y a évidemment, à chaque fois qu'il y a un grand volcan, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degrés qui dure quelques années, ou 1 ou 2 ans. Et donc, si on joue à ça, c'est techniquement possible. Mais d'abord, il y a 2 points. Il y a 2 points qui font que, personnellement, je ne suis pas favorable, c'est clair. Le premier point, c'est que si on veut contrer effectivement l'augmentation... le premier point, c'est qu'il y a des effets secondaires très risqués sur les précipitations, sur l'ozone. Donc, des effets secondaires avec des modifications des champs de précipitation qui peuvent ne pas plaire. En particulier, si un pays, disons, il peut y avoir des pays affectés plus que d'autres, dans le mauvais sens. Et surtout, si on veut contrer l'augmentation du gaz carbonique des autres gaz à effet de serre, il faut augmenter régulièrement la dose. Donc, même si ça marchait, je veux dire, sans encombre, techniquement, économiquement, eh bien, il faut augmenter la dose régulièrement. Et le problème, il est pour moi avant tout éthique. Il est éthique, et puis par rapport à vous, de gouvernance, bien sûr. Il est éthique parce que si pour une raison quelconque, justement, un conflit armé, géopolitique, technique, on doit arrêter dans 30 ans, ou dans 20-30 ans, disons pour une raison, bien sûr, cet envoi massif, quand même relativement massif à cette époque-là, de particules dans l'atmosphère, eh bien, le réchauffement qu'on n'a pas pris, je dirais dans ce cas-là, les 1,5 ou 1 degré dans certaines régions, qu'on a évité, au mieux, je dirais que c'est avec un point d'interrogation, qu'on a évité sur une trentaine d'années, eh bien, il va survenir en 2 ou 3 ans. Et c'est encore pire. Donc, si vous voulez, c'est laisser aux jeunes d'aujourd'hui un monde qui me semble inacceptable. C'est-à-dire, c'est leur laisser une épée de Damoclès sur, disons, engager la joie ingénierie, c'est ce qu'on est en train de faire. Et bien sûr, du point de vue conflit armé, c'est un problème de gouvernance mondiale et je pense que je suis sûr que vous avez déjà réfléchi, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans le meilleur des cas, parce que, disons, modifier le climat de son voisin, c'est bien, mais ce n'est pas forcément acceptable et accepté par tout le monde. Donc c'est aussi un point de réflexion, donc on n'en parle pas beaucoup dans le rapport du GIEC, mais c'est vrai que j'espère qu'on pourra éviter le réchauffement climatique et pas s'engager dans ces méthodes extrêmement, je dirais, dangereuses, clairement, et en tout cas pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est quand même un point de réflexion en termes là aussi, enfin, en tout cas de tension au niveau international, sinon de risque de conflit. Merci beaucoup. On va ouvrir aux questions. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Laura Simon, juriste en droit de l'environnement. Et concernant la géo-ingénierie, est-ce que vous ne trouveriez pas que ça serait judicieux de réviser la convention EDMOD de 1976, qui a été adoptée sous l'égide des Nations Unies et qui justement interdit les manipulations intentionnelles du climat pour préserver la gouvernance et la souveraineté des États, et qui pour autant aujourd'hui est oubliée de toutes les parties prenantes de la communauté internationale et même des juristes, malheureusement. Donc, ne faudrait-il Oui, pas je pense que c'est... Enfin, bon, disons, parce que ça n'interdit pas la recherche. Vous êtes une juriste, donc je travaille aussi pas mal avec des juristes. Ce rapport, enfin, cet avis du CESE, je l'ai... Disons, j'étais co-rapporteur avec Agnès Michelot, qui est juriste de l'environnement. Vous les connaissez, bien sûr. Voilà, donc c'est des points de réflexion. J'ai aussi beaucoup travaillé... beaucoup interagi en écrivant la préface d'un livre sur les réfugiés climatiques, sur toute la dynamique que les juristes souhaitent mettre dans cette notion évidemment de réfugiés climatiques. Et là, je pense que c'est aussi quelque chose, vous êtes beaucoup ici peuvent être directement intéressés, et c'est vrai aussi pour la géo-ingénierie. C'est vrai que, disons que on n'a pas actuellement un droit international à la hauteur de ce vers quoi nous allons. Aussi bien pour les réfugiés climatiques, oui, je le crois franchement. Donc pour le moment, il y a beaucoup de recherches au niveau américain. Il n'y a pas encore d'expérience envers grandeur. Ça a lamentablement échoué pour, il y avait des expériences, d'ensemencer du fer dans l'océan qui ne marchent pas d'ailleurs.
Bon, mais c'est quelque chose, disons que malheureusement, beaucoup de personnes envisagent. Je dirais, même moi je ne l'envisage pas, mais ce risque de géo-ingénierie est envisagé. Et effectivement, la législation, pour le moment, n'est pas là. Il faut y réfléchir aussi. On a beaucoup réfléchi en France. Il y a eu des ateliers sur la géo-ingénierie. Je ne sais pas si vous y avez participé, y compris des juristes qui ont participé. La stratégie française, c'est de ne rien faire en termes, mais de suivre quand même, de garder une certaine expertise. Hein. C'est le minimum de savoir ce qui se passe. Donc voilà. Donc il y a quand même des personnes qui s'y intéressent, mais y compris du point de vue juridique, c'est intéressant. Et je crois que vous avez raison en tout cas, c'est une réflexion importante. Et ce n'est pas le seul point que pose, la modification, bien sûr. Bien sûr, mais surtout que la Chine la met déjà en œuvre, bien sûr. Donc oui, enfin bon, c'est la modification du temps. Alors ça je suis... D'abord, je suis assez sceptique. Bon, sur la réalité, je veux dire, Science à venir. Non, mais c'est plus pour faire des précipitations. Donc, oui, bien sûr. Oui, mais bon j'ai fait ma thèse sur la formation de la grêle. Bon, il y a 50 ans, vous me direz, d'accord. Mais ensuite, c'était quand même dans l'idée de faire de la prévention de la grêle avec l'ensemencement. Donc, hein, c'était ça l'idée. Enfin, derrière, c'était pas... Moi, j'ai participé, j'ai été voir... Ça n'a jamais marché, hein, soyons clairs. La conclusion de ces études, c'est que, bon, vous pouvez toujours ensemencer tout ce que vous voulez, vous aurez toujours des orages à grêle, et voilà. Et c'est quand même pareil pour les précipitations. Je ne crois pas trop... Effectivement, quand on arrête les usines, il y a moins de pollution, et peut-être... mais bon, je suis assez sceptique sur cette idée, sur cette manipulation alors pas du climat à long terme, mais de la météorologie par les forces armées. C'est pas si simple. Hein, moi, c'est ce à quoi j'ai participé m'a enseigné. Si vous voulez, par exemple, aller faire tomber de la grêle chez le voisin, bon, faut vous entraîner, hein, je peux vous le dire. Merci beaucoup. Mais ça doit exister. Bonjour monsieur, merci. Lieutenant-colonel Arnaud de l'Armée de l'Air. Est-ce qu'on n'a pas un peu une double problématique où on cherche en même temps le développement économique qui est très consommateur d'énergie. La ressource la plus facile aujourd'hui pour faire de l'énergie, c'est les ressources carbonées. La Chine fait une tranche à charbon par semaine. Et en parallèle, quand on parle de transition énergétique, notamment dans notre beau pays, on envisage de supprimer les centrales nucléaires. Alors, qu'est-ce que je réponds? Non, alors je réponds sur un peu tout, non. Bon, c'est un peu faux quand même. On a les moyens de se passer du fossile. On ne veut pas, simplement. Non, mais c'est très clair. Non, mais voilà. Excusez-moi, c'est 80% de la consommation énergétique mondiale, le fossile. Oui, mais justement, on a les moyens de s'en passer si on en prend les moyens. On a toute l'énergie disponible. Il suffit d'aller la chercher en solaire, en éolien, en géothermie. Voilà. Donc l'énergie disponible est là. C'est un choix de société. C'est très clair. Donc on peut toujours, bien sûr, on recule toujours l'échéance. Et le discours qu'on tient, on le tient depuis 30 ans. Donc il aurait peut-être fallu... Le problème de notre communauté, c'est qu'effectivement, les gens commencent à réagir quand le réchauffement climatique est perceptible. Il n'est pas encore dangereux. Donc c'est un peu ça, c'est ce décalage qui est difficile. Mais, donc je pense quand même qu'il faut aussi dire c'est un choix. On choisit de rester avec des énergies fossiles, on peut le faire, c'est ce qu'on fait actuellement, mais c'est quand même un choix de nos sociétés. Ça, c'est très clair. On a les moyens. Alors sur le nucléaire, d'abord, je ne pense pas, moi j'ai relu, enfin on a refait encore un avis sur la PPE actuellement, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bon voilà, donc je suis plongé là-dedans aussi. J'ai été moi-même co-rapporteur du projet de loi sur la transition énergétique en France. Je n'y ai pas lu qu'on abandonnait les centrales nucléaires. Je crois que vous avez une lecture un peu erronée de la loi sur la transition énergétique sur la croissance verte. Mais je pense, alors je le dis aussi, hein, bon, je suis au CEA depuis 50 ans, donc 51 maintenant. Donc, mais c'est vrai que je pense aussi disons, l'avenir au niveau planétaire. Je vais vous donner 2 chiffres. Au niveau mondial, ce que peut actuellement, en termes d'énergie, disons, finale, le nucléaire, c'est moins de 5% de l'énergie. Je parle de l'énergie, hein, je ne parle pas que de l'électricité. En gros, le potentiel, même si le nucléaire se développe sans limitation, tous les spécialistes pensent qu'au mieux, ça sera moins de 10%, largement moins de 10% de l'énergie finale avec le nucléaire. À l'inverse,
disons à horizon 2050, on va parler. À l'inverse, les énergies renouvelables ont un potentiel en termes donc d'électricité, de chaleur, de mobilité, de nous fournir au moins de 50% d'énergie en 2050. Donc c'est ça quand même. Donc, disons, le potentiel est là. Je sais qu'on a en France un système un peu, disons, différent des autres, avec 80% du nucléaire, disons, lié, qui est effectivement, bien sûr, qui a cet avantage de ne pas produire d'effet de serre, enfin, en tout cas, sauf, mais c'est vrai aussi pour les énergies renouvelables lorsqu'on le construit. Bien sûr, il y a l'énergie grise, mais c'est vrai pour tous les types d'énergie. Mais voilà, donc je pense qu'il faut aussi avoir une vision planétaire, et cette vision planétaire nous dit quand même que si on veut réussir à échéance 2050 cette transition, il faut vraiment parier sur les renouvelables. Donc il y a aussi des freins renouvelables. Ça peut être, alors on peut en parler, vous êtes aussi au cœur des problèmes dont on parle ici, des ressources qui peuvent être difficiles d'accès. Voilà, des pollutions aussi dans certains cas, le stockage de l'énergie, tout ça, ce sont des aspects dont il faut tenir compte, mais globalement, il faut avoir en tête que l'énergie est là si on veut vraiment la développer. Voilà, donc, et que de toute façon, il faudra le faire à certains points, donc autant le faire le plus rapidement possible. C'est vrai qu'un des problèmes, si on revient au nucléaire, un des aspects, je pense, qui est quand même assez... Bon, moi, je suis arrivé au CEA, on m'a dit la fusion, ça va être dans 50 ans. Donc j'y suis. Je suis arrivé au CEA en 68. Vous voyez, j'ai commencé ma thèse. Donc voilà, on nous disait la fusion nucléaire, ça produira de l'énergie dans 50 ans. Malheureusement, c'est toujours ce qu'on nous dit à peu près. Enfin, je pense que ITER va disons peut-être, Bernard Bigot est très optimiste, donc peut-être qu'en 2030, ça commencera à marcher. Mais en termes de production d'énergie, disons que c'est malheureusement trop tard pour... nous protéger du réchauffement climatique. C'est dans les prochaines décennies que ça se joue. Et donc voilà, donc je pense que ça donne un tableau. Donc je ne pense pas je pense qu'il faut regarder le développement au niveau de la planète et que c'est quand même... voilà, donc moi je respecte tout à fait l'utilisation du nucléaire, c'est pas ça que je vais vous dire, mais j'aime bien donner ces chiffres au niveau de la planète, de ce développement inéluctable et indispensable des possibilités offertes par les renouvelables à l'échelle planétaire. Bonsoir monsieur, capitaine de Frégat Roche. On entend parfois parler d'un mouvement climatique méso-échelle qui fait que le Groenland au Moyen-Âge était un pays vert, qu'en 1789 la Seine était restée gelée pendant 2 mois et demi. Où en est-on aujourd'hui de ce mouvement climatique méso-échelle ? Est-ce qu'il n'y a pas de superposition des deux phénomènes ? Si, bien sûr, il y a, disons, il y a toujours eu des variables. Enfin, le climat a toujours varié naturellement. Il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui, jusqu'à 10 degrés, 15 degrés plus chaud, il y a 50 millions d'années. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de combustibles fossiles. Donc la végétation était là. Donc voilà, il y a aussi des périodes, il y a 700 millions d'années, où on a failli y passer. C'était la Terre boule de glace. Donc ça a toujours varié. Depuis 1 million d'années, c'est plus une alternance de périodes glaciaires et de périodes relativement chaudes, qu'on appelle interglaciaires. On a de la chance, puisque les périodes chaudes durent généralement 10 000 ans. Et moi, quand j'ai commencé, on pensait à... Disons, la question posée était de savoir si on n'allait pas passer rapidement la prochaine période glaciaire. On avait quand même oublié que, en fait, la durée des périodes chaudes dépend de la position de la Terre sur son orbite. Et on a de la chance, en fait. Disons que quand l'orbite terrestre est pratiquement circulaire, ce qui était le cas il y a 400 000 ans, eh bien, on a du mal à passer en période glaciaire de façon naturelle. Et de façon naturelle, on serait plutôt parti, si on n'agissait pas sur le climat, pour une période chaude, une période interglaciaire plutôt de 20 à 30 000 ans. Alors, à l'intérieur de cette période chaude, il y a aussi une variabilité qui peut être liée, par exemple, au volcan, à l'activité solaire, à l'activité volcanique, voilà aussi. Donc, et aussi ça peut être lié aussi à la végétation elle-même. Et il y a eu des variations, par exemple. Alors, le Groenland vert, c'est assez utopique. Je veux dire, il y a, disons, du temps d'Éric le Rouge, le Groenland n'était pas plus vert qu'aujourd'hui. Le Groenland est plus chaud aujourd'hui qu'il n'était, disons, dans l'an 900, au moment où les Vikings se sont établis.
On peut aujourd'hui aussi aller au Groenland et faire une dizaine ou une vingtaine de kilomètres au sud du Groenland, ou même une cinquantaine dans certains endroits, et voir des prairies vertes, hein, ça existe. Hein. Voilà, donc il y a de l'élevage au sud du Groenland. Voilà, donc non, les données sont là. Le Groenland n'était pas plus chaud qu'aujourd'hui, il y a un millier d'années. Donc, et en gros, on appelle, alors, il y a deux périodes maintenant, c'est la période que vous évoquez, la période médiévale chaude. Hein, donc tout ça, c'est naturel. C'était pas plus chaud qu'aujourd'hui en moyenne globale non plus sur l'hémisphère nord. Et ensuite, il y a eu le petit âge glaciaire avec, par exemple, beaucoup de volcanisme. Donc, qui est une période un peu plus froide que vous avez aussi évoquée. Donc ça, ce sont des variabilités qui existent et qui ont toujours existé, qui vont continuer à exister. Donc effectivement, ce que nous faisons, c'est de superposer sur la variabilité naturelle du climat, disons, notre empreinte. Et par exemple, eh bien, un des calculs qu'on peut faire, qui a été fait d'ailleurs par mes collègues, c'est imaginons une très grosse éruption volcanique du type de celle du Tambora. Le Tambora, c'est 1816-1817, c'est, disons, l'année sans été, 1815-1816, je crois. Donc l'année sans été, eh bien, ça peut se reproduire, mais ça ne décalerait le réchauffement climatique que d'une dizaine d'années. Donc on ne peut pas, dans cette variabilité naturelle, il y a, en termes de variabilité liée à l'activité solaire, en gros, disons en termes le réchauffement climatique lié aux activités humaines, et disons, on peut lui attribuer à peu près 7 à 8 dixièmes de degré, ce qu'on observe, tandis que les causes naturelles du climat sur la période récente, hein, sur le dernier siècle, on peut lui attribuer au mieux qu'un dixième de degré. Donc, pour le moment, il y a effectivement superposition, mais ce sont, je dirais, malheureusement nos activités qui ont pris nettement le pas sur les variations naturelles du climat. Et tel qu'on peut l'imaginer, malheureusement, ça va se poursuivre. On ne peut pas attendre de notre planète un tour à l'ère glaciaire très rapide. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer. Bonjour monsieur, merci pour votre présentation. Lieutenant-colonel Lopes du Portugal. Ma question va dans Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Merci. Le modèle économique, tout le monde le comprend, qu'il est dans une trajectoire qui est différente de la trajectoire que nous voulons pour notre modèle écologique. D'après vous, si vous auriez par exemple la possibilité de décider, quelles seront les 10 mesures à implanter dans ce pays? Ah oui, alors, ça c'est bien, là, il y a... Alors moi, attendez, il y a des gens de WWF, là. Alors, que fait... Alors voilà, qui est du WWF? Quelles sont les 10 mesures phares de WWF? Allez. Non, mais bon, alors maintenant, bon, les principaux secteurs... Non, s'il y a quelqu'un qui va intervenir, il suffit de regarder les principaux secteurs, c'est bâtiment urbanisme. Donc ça joue en France. En gros, en France, Portugal, c'est un peu différent. Et puis bravo quand même, le renouvelable a au moins temporairement pratiquement fourni toute l'énergie au Portugal. Donc ça va pendant au moins quelques jours. Donc c'est déjà une belle expérience. Et les principaux postes en France, c'est pratiquement égalité. Il y a bâtiment urbanisme, donc c'est tout ce qu'on peut faire sur les logements, bien sûr, sur l'urbanisme. Et c'est important puisqu'il va y avoir 3 milliards on compte en 2050, 3 milliards. Il y a 3 milliards d'habitants dans les villes actuellement, ça va doubler. Donc d'ici 2050, ça veut dire que la façon dont on va construire nos métropoles, les futures métropoles, est très importante. Il y a tout ce qui concerne la mobilité. Et en France, les émissions liées à la mobilité ont plutôt tendance donc ces transports en commun, voitures électriques ou électrification, enfin utilisation de l'hydrogène, d'autres vecteurs, évidemment si c'est produit soit avec du nucléaire, soit avec des énergies renouvelables. Ensuite, le poste, tout ce qui concerne l'énergie elle-même, donc évidemment les productions elles-mêmes d'énergie décarbonée, toute la partie agricole. Il faut aussi, essayer de maîtriser les émissions liées à l'agriculture, mais j'ai déjà, si l'agriculture est censée, aussi augmenter le nombre de personnes qu'elle a à nourrir, c'est une difficulté peut-être de demander à l'agriculture de diminuer les émissions. Il y a quand même des possibilités. Et puis, il y a aussi beaucoup de possibilités de piégeage, stockage du carbone dans les forêts, dans la végétation. Ensuite, il y a tout le problème des déchets. Il faut les utiliser de façon optimale. Et donc, le 6e secteur, c'est l'industrie. Donc tout cela,
disons, le message du dernier rapport du GIEC est très clair. Si on veut rester en deçà de 2 degrés, voire d'1,5 degré, il faut que tout le monde regarde dans la même direction. Donc, en gros, il faut que tous ces secteurs... Je dis d'une façon un peu simple, mais qui est loin d'être vérifiée. Il suffit de regarder le transport aérien actuellement. On est très fiers d'avoir vendu 300 avions. Voilà. Mais il faudrait que tout le monde regarde dans la même direction, c'est-à-dire que tous les investissements, pour réussir, il faudrait pratiquement chaque investissement, à partir d'aujourd'hui, soit marqué du sceau de la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Chaque investissement. Je crois qu'autrement, on n'y arrivera pas. Donc, vous voyez où je veux en venir, on est loin du compte. Mais c'est ça qu'il faudrait. Donc, pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder tout ce qui est possible. Voilà. Et puis, de toute façon, il faut faire le maximum, c'est très clair. Pour des mesures précises, évidemment, c'est dans la... Aussi, en France, je redis souvent que, disons, la façon dont on le domestique, la façon dont on se déplace, la façon dont on se comporte chez soi, la façon dont on s'alimente, c'est quand même un peu plus de la moitié des émissions. Et ça, ce sont des... Disons, nous avons pratiquement le choix chaque jour en tout cas, on peut disons, jouer. Les petits gestes sont loin d'être négligeables. Je veux dire que par notre comportement personnel, on peut en tout cas jouer sur au moins la moitié des émissions. C'est un peu ça. Donc, s'il y a des personnes qui veulent ajouter dans la salle, elles peuvent. Alors, il y a effectivement des personnes Voilà. WWF, Voilà. mais on partage complètement votre réponse. On va juste la compléter aussi. Alors, moi, je vais parler bien sûr de la préservation. Donc, je suis Aurélie Pontal, Oui, pour me présenter. De la préservation des puits de carbone, vous l'avez d'ailleurs rapidement évoqué dans votre présentation. Effectivement, il y a des actions à mener sur la réduction de nos émissions, sur le développement du renouvelable, mais il faut aussi en parallèle préserver certains puits de carbone, donc certains fronts de déforestation aujourd'hui, des forêts qui permettent d'absorber justement les émissions de CO2 et les océans également, les zones humides. Voilà, donc c'est aussi une action à avoir en tête. Et puis je vais passer la parole à une de mes collègues pour compléter. Et donc Marine, WWF également, est membre de la promotion 26 de l'école de guerre. Il y a aussi un point qui est important, c'est tous nos impacts importés. C'est-à-dire tous les produits qu'on importe qui vont déforester en Amazonie, qui vont déforester en Indonésie. C'est aussi des sujets importants. La France est l'un des premiers pays à avoir adopté une stratégie déforestation importée pour lutter contre ces impacts-là. Et c'est aussi des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que nos émissions, on ne les fait pas qu'ici, elles sont aussi liées à toutes nos importations. Voilà. Donc je ne vais pas faire de publicité, mais donc, pour répondre un peu aussi, c'est vrai que ça a été un peu évoqué rapidement. On essaye d'aller au-delà du simple constat. Par exemple, personnellement, je crois beaucoup au rôle de l'Europe. Je quitte un peu... simplement, c'est vrai que si on veut réussir, il faut investir massivement, c'est très clair, et c'est un peu l'objectif de notre pacte climat-environnement, donc la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité qu'on a, disons, disons qu'on a poussé avec Pierre Laroutourou en particulier. Disons, il y a un autre message qui est clair, disons, si on reste sur les trajectoires actuelles en termes d'investissement, c'est clair que je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc, ça, c'est un autre message très, très important. Et je crois personnellement c'est vrai qu'on nous dit souvent que la France, c'est 1% des émissions, un peu plus à peu près. Mais c'est vrai que l'échelle européenne, c'est déjà 10% des émissions. Et je pense que l'action au niveau européen peut être très importante. Bonjour monsieur, Selim Aziz du WWF. Vas-y, ouais. Donc on a une belle brochette de collègues. Moi je suis biologiste marin de formation et je travaille dans l'équipe Océan du WWF, mais je veux juste vous poser une question de simple citoyen. Vous avez dit tout à l'heure ne pas être du courant des collapsologues, oui, dont on entend beaucoup parler. Le constat est clair aujourd'hui, on a les données du GIEC, on a beaucoup de rapports qui mettent les choses sur la table. C'est difficile d'y croire encore, parce qu'il y a très peu de choses qui sont faites. Et j'aimerais savoir pourquoi, justement, vous y croyez toujours. Oui, alors... Et oui, alors non, ça, attendez. Pourquoi oui, là, j'ai été... Donc, c'est pas une question piège. Hein. Non, pas du tout. Non, mais je ne veux pas être trop long, c'est tout, parce que moi, je passerai des heures avec vous, mais il faut qu'on termine à 8 heures. Donc, très clairement, non, je viens d'être interviewé pour une émission, complément d'enquête. Donc, Pablo Servigne sera le héros. Et donc, voilà, moi, pourquoi je ne suis pas Yves Cochet ou Pablo Servigne? Parce que, d'abord, il y a un problème d'échelle de temps.
À mon avis, en 2050, disons un réchauffement d'1,5 degré, de voire 1 degré, on s'y adaptera. C'est après. C'est vous, les jeunes, qui êtes au premier rang. Vraiment, les vrais problèmes, les problèmes auxquels on ne pourra pas s'adapter, c'est plutôt la fin de ce siècle si on ne fait rien. Il ne faut pas non plus... Donc, la collapsologie qui dit... Yves Cochet qui dit qu'en 2025, le monde s'effondrera, j'y crois pas. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce que... D'abord. Et même à l'échelle de quelques décennies. Je sais que Pablo Servigne et Raphaël Stevens disent ça surtout pour réveiller les consciences, c'est vrai, c'est un peu l'objectif de leur livre, hein, j'ai lu, t'inquiète pas, je sais de bon. Mais je pense, il y a aussi des choses qui sont un peu inexactes, par exemple, qui moi, en tant... Enfin, disons, par exemple, j'ai cité, je ne sais pas si ça sera repris, c'est pas le problème, mais par exemple, quand on regarde l'effet de la fonte du permafrost. Donc, voilà. Donc, dans le livre... disons, c'est un point important, c'est rétroaction. Hein, vu de l'extérieur, certains pensent que les climatologues leur cachent certaines rétroactions qui pourraient être très importantes. Ça a quand même été chiffré, là, disons, par des gens très sérieux, hein, par Schnellhuber dans un papier très sérieux. Disons, ce que potentiellement peut amener la fonte du permafrost, c'est 1/10 de degré d'ici la fin du siècle. Donc, donc ça a été chiffré en termes... Voilà. Donc... voilà, donc, et tout d'un coup, dans le livre, ça apparaît comme quelque chose qui va bouleverser le monde. Je pense... Bon, alors, je pense que d'ici la fin du siècle, je ne crois pas à la collapsologie. Si on continue, bien sûr que si on va vers 6-8 degrés, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même plus... Je crois, et je redis, je suis sur une autre ligne qui est que... Bon, quand j'en parle, quand je parle plus des populations, c'est ce risque d'accroissement des inégalités qui, moi, me soucie. Plus que... disons, malheureusement, je crains que les couches les plus aisées de la population de cette planète trouvent toujours les endroits où ils peuvent aller vivre. C'est un peu ça le problème pour moi. C'est pas la fin de notre civilisation. C'est l'accroissement des inégalités qui est au cœur du réchauffement climatique. Donc c'est un peu ce que j'ai dit. Voilà, Merci beaucoup. Non. Bonsoir. Pierre Méheux, enseignant. Je me permets de vous poser une question qui complétera certainement la précédente. Et cette question, elle naît d'un étonnement. L'étonnement, il vient finalement du contraste que je vois entre ces courbes qui nous dessinent un avenir, dans le scénario en tout cas business as usual, extrêmement inquiétant. Et de l'autre côté, le discours plutôt... j'ai envie de dire presque irénique du GIEC. Donc la question, elle est un petit peu celle de la dialectique du savant et du politique. Comment est-ce que dans les manières d'interpeller le politique, est-ce que, puisque les choses se jouent dans les décennies qui viennent, est-ce que vous n'êtes finalement pas trop prudent? Est-ce qu'il n'est pas temps de tirer un peu plus la sonnette d'alarme, sans non plus faire peur pour faire peur, et tout en restant évidemment dans la rigueur scientifique? Donc oui, si je peux m'exprimer, je me suis exprimé un peu sur le moment des jeux. C'est peut-être Pablo Servigne, c'est peut-être les collapsologues qui ont raison dans la communication. Mais je pense que la collapsologie est avant tout médiatique. C'est très clair. On peut faire un constat d'échec. On peut faire un constat d'échec, puisque ce que nous disons aujourd'hui, nous le disions il y a 30 ans. On peut faire aussi un constat de réussite. La loi sur la transition énergétique en France, tous les députés l'ont votée, s'inscrit parfaitement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Neutralité carbone en 2050. Donc on peut se dire, et l'accord de Paris s'est appuyé sur le 5e rapport du GIEC, simplement pour faire le constat d'un fossé entre les engagements et ce qu'il faudrait faire. Donc moi, je suis très attaché au rôle du GIEC. Enfin, comme j'ai dit, j'étais vice-président du groupe scientifique, donc j'étais dans le bureau du GIEC pendant 15 ans. J'étais auteur des 2e et 3e rapports du GIEC, donc j'y ai été impliqué pendant une vingtaine d'années. J'ai assisté pratiquement à toutes les adoptions, donc à toutes ces interactions entre le monde politique et puis le monde scientifique, dont on parle à chaque fois. Donc j'ai vécu tout cela pendant une vingtaine d'années. Et je suis très attaché à cette idée que ce que doit faire le GIEC, c'est vraiment donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Je ne crois pas qu'on doit faire de l'activisme. Alors, d'ailleurs, tant que j'étais au GIEC, je n'ai pas participé. C'est depuis effectivement, donc mon investissement, il est plutôt avec Pierre Laroutourou pour le moment. Voilà, sur ce projet Pacte Finance-Climat. Mais je pense que le monde scientifique doit apporter les éléments, mais c'est au monde politique de prendre la décision.
Je m'intéresse aussi beaucoup, puisque vous êtes enseignant, à l'enseignement, parce que ça me touche beaucoup. Je suis aussi aux côtés de Pierre Lénard, qui a créé un office pour Climate Education. Voilà, donc j'étais encore la semaine dernière avec des élèves sur le pays du Méné, dans ma Bretagne natale. Donc tout ça est très important, mais je ne crois pas que c'est en allant au-delà du mandat du GIEC. Alors on peut le faire en tant que citoyen, si je suis là ce soir, mais voilà. Donc, mais non, je pense pas qu'il... Moi, je pense que les constats du GIEC sont suffisamment alarmants pour qu'on prenne des décisions. Et elles sont prises dans les textes. Dans les textes, elles sont bien, généralement. Dans la réalité, non. Le problème de la loi, c'est qu'on est déjà en train de prendre du retard dans la programmation pluriannuelle de l'énergie par rapport à la feuille de route. Alors, on le constate, c'est un constat très clair. Et dire qu'on va faire mieux entre 2025 et 2030, c'est parier sur l'avenir, mais voilà. Donc, je ne pense pas qu'il faille être plus catastrophiste que le GIEC l'est. Moi, je n'aime pas non plus. Il y a toutes les raisons. Quand on parle de, on peut citer l'élévation du niveau de la mer. Il se fait que je suis assez proche de Jim Hansen, j'ai travaillé avec lui, mais je ne suis pas d'accord sur les chiffres de 3, 4, 5 mètres à la fin du siècle. La réalité, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour que l'élévation du niveau de la mer soit plutôt du type de celui dont parle le GIEC que du type de 1 mètre. Alors, on trouvera toujours des gens pour reprendre des chiffres 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres à la fin du siècle, mais ce n'est pas la réalité. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille... Les chiffres du rapport du GIEC sont suffisamment alarmants. Quand vous voyez tout est... sur lesquels je me suis largement appuyé aujourd'hui, sont suffisamment alarmistes pour que, normalement, quelqu'un de bien constitué prenne des décisions. Voilà. Mais... voilà, donc ça n'empêche pas l'action. Maintenant, c'est peut-être que on n'a pas su. La difficulté, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas su. Disons, c'est un peu comme saint Thomas, quoi. Il faut toucher pour croire. Et donc, les gens ne commencent à croire au réchauffement climatique, à la réalité du réchauffement climatique, que lorsqu'il est perceptible. Alors qu'il y a ce décalage d'une quarantaine d'années entre la cause et l'effet, qui fait que le discours a été complètement inaudible dans les années 90. Moi, j'ai vécu tout ça. Il y a 50 ans, franchement, j'ai vécu toute la montée en puissance et on a été extrêmement inaudible. La première fois où on a été audible, c'est 2003, avec les 15 000 morts supplémentaires en France. Il a fallu ça. Voilà, mais bon, je reste très proche des rapports du GIEC et j'y resterai. Bon, mais peut-être qu'on va terminer. C'est quelle heure? 8 heures, hein? Non? Alors, moi j'ai le temps. Hein, mais... Madame Poliak, je suis également enseignante. Vous parlez beaucoup des problèmes de l'accroissement des inégalités liées au réchauffement climatique. Ouais. Actuellement, nous vivons une crise qui est celle des Gilets jaunes, qui part probablement aussi d'une inégalité dans la société française. Est-ce que c'est la première série d'une longue crise? Comment est-ce qu'elle se résoudra? Et comment voyez-vous l'avenir de la France par rapport à ces inégalités au sein de notre pays? Non, on ne peut surtout pas dire, on l'avait dit, mais dans le problème des inégalités, il y a deux aspects. Il n'y a pas que les inégalités des conséquences du réchauffement climatique, et c'est cité dans notre rapport avec Agnès Michelot du CESE, du Conseil économique et social, il y a des inégalités qui peuvent être causées par les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Alors, on voit bien que la transition, c'est tout beau, hein, on parle de 600 000 créations d'emplois d'ici 2050, mais la transition est difficile. Ça va être très difficile d'un point de vue des populations. C'est difficile de fermer 4 usines à charbon, on voit bien. Il y a 4 centrales en France, voilà, c'est à chaque fois, donc il y a des promesses. Mais voilà, on bute toujours sur les difficultés ponctuelles, donc c'est pas simple. Voilà. Donc c'est quand même difficile de prendre ces décisions. Donc, mais moi, je pense qu'il faut les prendre. Mais... D'ailleurs, c'est quand même le rôle de l'État, c'est le rôle de chacun d'entre nous d'anticiper. Et il y a un manque d'anticipation, je crois, dans les politiques publiques important. Donc, cet accroissement des inégalités, c'est aussi ce qu'on dit dans ce rapport, c'est les mesures qui sont prises. Et la mesure de la taxe carbone est profondément injuste. Disons telle qu'elle a été. Il se fait qu'on était avec. J'étais à une réunion avec Christian de Pertuis hier, qui était en fait le maître d'œuvre de cette taxe carbone, sauf qu'il a quitté le navire, il a démissionné parce que pour qu'une taxe carbone marche, il y a deux conditions. Hein, on s'éloigne, mais je ne veux pas être trop long. La première, c'est qu'il y ait des compensations, qu'elles soient justes. La deuxième, c'est qu'on sache à quoi elle sert. Donc, il suffit de lire Le Monde d'avant-hier. Il y a l'exemple de la Suède.
hein, donc à la fois une redistribution et vraiment, disons, au moins savoir à quoi elle sert. Or, en France, avec, disons, Bercy étant une boîte noire, on ne veut pas aller, on ne mettra jamais de... Il y a une nécessité d'une fiscalité environnementale, pour moi c'est très clair, mais je doute qu'on puisse la mettre en place en France tant qu'on a les règles de comptabilité publique qu'on a actuellement. Bon, ça sort du sujet hein, quand même, donc... Bon, sur les conflits, je ne sais pas. Allez, voilà. Bon, merci beaucoup. Monsieur Josel, il me reste, au nom de la 26e promotion de l'École de Guerre, à vous remercier chaleureusement pour votre présence et vos propos et les réponses que vous avez apportées à nos questions. Et encore une fois, merci. Et merci pour l'organisation. Merci à vous tous pour votre attention, vos questions. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Évidemment, vous rentrez chez vous à pied. Et si possible, Oui, en métro. Moi, je prends la ligne 8. Attends. Ouais, pas faire.